Francis Patindé, bonjour. Bonjour. D'un côté, il y a le vice-président, Mahamadou Bawumia, pour le parti au pouvoir NPP. De l'autre, il y a l'ancien président, John Mahama, pour le parti d'opposition NDC. Est-ce que le duel s'annonce serré ? Je pense que oui. Et comme à chacune des élections depuis une trentaine d'années, il y a deux partis qui émergent du lot, deux partis et leurs candidats qui émergent du lot. C'est donc Mahamadou Bawumia, l'actuel vice-président de la République du Ghana, et John Dramani Mahama, qui a été président de 2012 à 2017. Les deux hommes ont plusieurs points en commun. Ils sont tous les deux sexagénaires, ils sont tous les deux originaires du nord du Ghana, ils sont expérimentés, donc Bawumia et Mahama sont connus pour leur pondération, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules. L'avantage pourrait cependant aller à l'ancien président Mahama, notamment à cause de la gravité de la crise économique et de l'inflation qui est imputée à l'équipe sortante. Vous ne croyez pas à un troisième homme possible comme l'ancien candidat masqué, l'homme d'affaires Nana Kwame Bediako, que l'on surnomme Cheddar ? Oui, mais non, mais ça amuse la galerie. C'est quelqu'un d'important au niveau de la jeunesse également, mais je ne crois pas du tout qu'il fasse le poids. Il n'a pas beaucoup de moyens face à ces deux machines au Ghana. Alors, depuis l'an dernier, le Ghana est passé derrière la Côte d'Ivoire en termes de PIB et de performance économique. Est-ce que ce bilan en demi-teinte risque de coûter des voix aux candidats du parti au pouvoir NPP ? À l'évidence, oui, parce que depuis 2022, la situation économique au Ghana est grave. Vous savez que le président Nana Akufo-Addo, le sortant, avait rompu avec le FMI et puis il est revenu carrément quelques années plus tard parce qu'il a pris des mesures économiques qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, l'inflation est très très grave, même si elle a baissé ces dernières années. Parce qu'en 2022, je vous fais remarquer, l'inflation était de 54% pour l'année 2022, ce qui est considérable. Donc le chômage, la situation économique est très 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 morose au Ghana. Et même si Nana Akufo-Addo a obtenu un gros allègement de sa dette auprès du FMI. Oui, mais je pense que ça devrait quand même coûter quelques milliers aussi, voire des centaines de milliers de voix au candidat qu'il a désigné, qui est aussi comptable de la situation actuelle. Parce que Mahamadou Bawumia est vice-président de la République depuis 8 ans. Il aura fait les 2 mandats de Nana Akufo-Addo. Pour la première fois, le parti au pouvoir NPP, qui est très implanté chez les Akans, ne présente pas comme candidat un membre de cette communauté, mais avec Mahamadou Bawumia, un musulman du Nord. Est-ce que cela peut être un atout ? Ça peut être un atout pour Bawumia. Le seul problème, c'est que le NDC aussi, donc le parti de l'ancien président Jerry Rawlings, le parti d'opposition actuel, est assez implanté dans la région du Nord. Ce qui est intéressant à observer dans cette compétition électorale, c'est que les deux candidats présentés par les deux partis les plus importants ne proviennent pas du vivier naturel de ces deux partis. Vous savez, le NDC, le parti de l'opposition, a beaucoup d'influence dans le nord, certes, mais beaucoup plus dans la région qui joue sur le Togo, la Volta Region, comme on dit, et à Accra. Et l'autre parti ramasse les gens qui vont plutôt à l'ouest, les électeurs vont à l'ouest, comme chez les Fanti et chez les Ashanti. Or, aucun des deux candidats actuels ne provient de ce fief naturel qui a donné beaucoup de présidents au Ghana. Alors le leader de l'opposition, l'ancien président John Mahama, espère revenir au pouvoir en suivant l'adage selon lequel dans l'histoire démocratique du Ghana, aucun parti n'a jamais réalisé la passe de 3. Est-ce que vous pensez que cet adage peut se vérifier cette année ? Il y a tout lieu de le croire. Il est dans une dynamique. Finalement, tout le monde a oublié que c'était le monsieur délestage. Vous savez, sous son mandat, il n'a jamais eu autant de délestage électrique au Ghana. Mais tout le monde l'a oublié parce que la situation économique actuelle, elle est extrêmement grave. Donc tout le monde a oublié que sous ce président-là, il n'y avait pratiquement pas d'électricité, 3-4 heures d'électricité par jour. Depuis l'an 2000, le Ghana a connu 3 alternances pacifiques. Dans ce pays, il n'y a plus de coup d'État, comme aujourd'hui au Burkina Faso. Il n'y a pas de 3e mandat, comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de 5e mandat, comme au Togo. Comment vous expliquez cette différence entre le Ghana et ses 3 voisins immédiats ? Alors, première chose, c'est l'action réformatrice et vigoureuse, pour ne pas dire brutale, du capitaine Jerry Rawlings à la tête de l'État, surtout entre 1981 et 2001. Rawlings a été l'homme du renouveau, l'initiateur du renouveau ghanéen. Le second argument, c'est le caractère remarquable de l'alternance en 2001 qui a permis au libéral John Kufuor de prendre en douceur le relais du socialiste Rawlings.
Par ailleurs, les Ghanéens qui sont passés par une multitude de coups d'État et de crises économiques et financières depuis leur indépendance en 1957, ils semblent aujourd'hui beaucoup plus mesurés, plus civiques que beaucoup de leurs voisins ouest-africains, comme j'ai pu moi-même m'en rendre compte au cours des années passées sur place pour le compte des Nations Unies. Par ailleurs, si la question ethnique peut se poser lors des élections locales, elle est généralement absente de la campagne présidentielle. Les candidats se livrent certes à des empoignades, ils s'étripent, mais évitent soigneusement de glisser sur le terrain miné de l'ethnicisme. Il existe par ailleurs quelque chose d'inédit au Ghana, c'est une structure informelle où le président en exercice et ses prédécesseurs se retrouvent pour échanger sur les questions d'intérêt national. Donc, vous voyez, tous ces éléments concourent à conforter la démocratie ghanéenne et à en faire une exception. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas dans l'histoire récente du Ghana un phénomène d'exclusion ethnique comme on l'a vu dans les deux pays voisins que sont la Côte d'Ivoire et le Togo? Moi, j'ai fait 4 ans au Ghana, j'ai travaillé 4 ans au Ghana. Je n'ai jamais pratiquement entendu parler d'ethnie. C'est-à-dire les différences ne se font pas à ce niveau. Elles se font à un autre niveau qui est politique, qui est idéologique, qui est lié aussi au système de royauté, mais pas vraiment en termes d'ethnie. Donc ce n'est pas un critère de sélection. La sélection se passe au niveau politique. La preuve en est que on a 2 candidats aujourd'hui qui proviennent pas du vivier naturel des anciens présidents de la République. Ils sont pas Ashanti, ils ne sont pas de la Volta Region, ils sont pas Evé par exemple, et pourtant il y a des chances que l'un d'entre eux devienne le prochain président du Ghana. Juste après son élection de 2008, Barack Obama a choisi le Ghana pour venir prononcer un discours important sur la démocratie en Afrique. Pourquoi ce choix du Ghana? Il faut dire qu'il y a des similarités entre le système politique ghanéen et le système politique américain. Dans les 2 cas, il s'agit d'un ticket. Donc, on a un président et un vice-président. Dans les 2 cas, le mandat est de 4 ans, limité à 2. Dans les 2 cas, le scrutin se tient en fin d'année et le passage de témoin au mois de janvier qui suit. Mais la comparaison s'arrête là parce que le système politique au Ghana est plus fluide et plus simple de compréhension pour le commun des mortels. Il s'agit d'une élection majoritaire à 2 tours. Donc le système politique et électoral ghanéen a un avantage sur son cousin américain, c'est qu'il est beaucoup plus compréhensible et simple. Et la démocratie ghanéenne est peut-être en meilleure santé aujourd'hui que la démocratie américaine? Il n'y a pas de doute sur ce point. Vous savez, depuis l'assaut du Capitole et puis les élections qui sont contestées, la presse qui est quasiment méprisée, et en fait tous nos classiques, il faut maintenant les réviser parce qu'on nous avait présenté les États-Unis comme la plus grande puissance démocratique au monde, mais aujourd'hui, ce pays foule du pied, ou au moins un des candidats a foulé du pied les principes même de base de la démocratie américaine. Francis Patindé, merci.